Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, nous allons parler d'une solution intéressante pour transformer son livret A en un véritable levier d'investissement immobilier. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benjamin Lefébure, cofondateur des Secrets de l'Imo. Bonjour Benjamin. Bonjour Marc, merci de me recevoir. Mais je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Première question qui paraît évidente comme ça, mais pourquoi avoir choisi les Secrets de l'Imo comme nom pour votre société? Alors c'est très simple. En fait, quand on a commencé l'immobilier en 2008 avec mon associé, on a eu l'impression que toutes les informations qui avaient un peu de valeur étaient très difficiles à obtenir. Tout était un peu caché, tout était un peu secret. Un peu secret du coup. Exactement. Et donc on s'est dit les secrets de l'IMO, ça va permettre de rendre accessible au plus grand nombre toute notre expertise et les expériences qu'on a. Mais c'est vrai que ce nom est quand même mystérieux. C'est un peu mystérieux, mais ça reste en tête. Alors, vous proposez une approche intéressante, comme je le disais, qui consiste à utiliser le livret A comme un apport pour un investissement immobilier. Pourquoi cette stratégie, elle est particulièrement pertinente aujourd'hui ? Alors, le premier point, c'est que là, le livret A est en train de baisser. Ils ont annoncé 2,4 pour février. Donc, en gros, l'idée, c'est d'utiliser l'argent qu'on a sur le livret A pour pouvoir faire un apport pour un investissement immobilier. Et donc, on va faire travailler cet apport, non pas à 2,4%, mais un rendement qui va être plutôt entre 4 et 6 en fonction de la région. Oui. Alors justement, parce que le rendement du livret A, donc on le sait, est abaissé à 2,4. Et vous, justement, vous parlez d'un rendement, de rendement locatif pouvant atteindre même 6%. Oui, tout à fait. Au moins, enfin, au plus 6%. Quels sont les types de biens et les localisations qui permettent d'obtenir un tel rendement ? Alors, ce qui est important, c'est de miser sur des zones qui sont très dynamiques. Donc nous, on travaille sur Paris et la Petite Couronne, notamment les villes qui sont impactées par le Grand Paris. Donc c'est des nouveaux réseaux de transport, notamment ferrés, qui rendent les zones très attractives. Et donc on arrive assez facilement à avoir ces rendements-là en utilisant notamment la niche du LMNP, donc loueur meublé non professionnel, tout à fait, et ce qui permet d'avoir un bien sans frottement fiscal. Donc ça, c'est très très intéressant et donc c'est beaucoup plus rentable qu'un simple livret A. Alors, quel profil d'investisseurs peuvent bénéficier de cette approche ? En réalité, c'est quasiment ouvert à tous. À partir du moment où vous avez une économie, on va dire, de sécurité et que vous avez de la disponibilité pour mettre un apport, à partir de 3 ou 4 000 euros par mois de revenus, je parle à l'échelle du ménage, c'est accessible. Donc, c'est pas réservé à une élite. À des gens disposant d'importants revenus, par exemple. Non, pas forcément. Alors, vous avez mentionné également l'importance de bien structurer son projet avant de se lancer. Quels sont les principaux critères à prendre en compte pour assurer la viabilité d'un tel investissement ? Ou d'un investissement locatif en règle générale? Alors, l'immobilier, c'est des projets qui sont complexes parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le plus important, ça reste avant tout l'emplacement. Donc, il faut absolument identifier un emplacement. Toujours l'emplacement. Voilà, exactement. C'est comme on dit, les 3 règles de l'immobilier, c'est emplacement. C'est vrai. Mais c'est malheureusement pas si simple parce qu'il faut un bon financement, donc avec des bonnes conditions. Il faut, par exemple, bien faire les travaux, le cas échéant, avec des budgets qui sont maîtrisés. Il faut s'assurer de la tension locative. Il faut s'assurer aussi de la liquidité. Si demain, il se passe quelque chose, vous avez besoin de le revendre rapidement, il faut que ce soit sur une zone tendue. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte en amont du projet. Mais derrière, vous avez un placement qui est très rentable. Alors, on va parler de financement. Avec un apport issu d'un livret A, jusqu'à combien un investisseur il peut emprunter ? Alors aujourd'hui, les conditions d'emprunt s'améliorent drastiquement. Là, on a une baisse de taux qui a été annoncée en décembre, une nouvelle pour février, et on projette d'être autour de 2% seulement en fin d'année. Alors, c'est pour les plus optimistes, on va dire. Pour les plus optimistes, mais c'est quand même les annonces de la BCE, c'est ce qu'ils voient pour l'avenir. Oui, il y a aussi
la situation géopolitique. Il y a l'arrivée de Trump, par exemple, la nouvelle administration américaine. Ça tout à fait. Exactement, oui. On ne peut pas présager de l'avenir. Mais effectivement, Vous n'êtes pas Madame Irma. Pas encore. Pas encore. Mais effectivement, avec un livret A qui est plein, donc autour de 25 000 euros, aujourd'hui, vont demander les établissements bancaires à peu près 10%. Donc, vous allez pouvoir lever 250 000 euros environ. Alors, vous insistez beaucoup sur la capacité d'un bien locatif à s'auto-financer grâce au loyer. Comment présenter un dossier solide à une banque pour démontrer cette viabilité financière ? Alors, pour avoir un bon dossier bancaire, la première chose, c'est de tenir ses comptes correctement. Pas dépenser à tort et à travers, avoir une bonne gestion de sa propre épargne, être capable de montrer qu'on peut épargner chaque mois. Et ensuite, pour valoriser un bien auprès d'une banque, on peut faire ce qu'on appelle des attestations de location, donc auprès d'agences immobilières qui ont l'habitude de le faire. Et en fait, ça atteste de la valeur locative du bien. Et donc, la banque, elle va immédiatement prendre ces hypothèses en revenus et ça va venir améliorer votre capacité d'emprunt. Les banques jouent vraiment le jeu là-dessus ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, il y a un dynamisme qui est ressenti d'un point de vue bancaire. C'était plus du tout le cas. Le marché était très grippé jusqu'à la fin de l'année dernière. Mais là, vraiment, on sent qu'il y a une volonté de financer. Est-ce qu'il est préférable de commencer par acheter sa résidence principale avant de se lancer dans l'investissement locatif ou bien l'inverse ? Alors c'est toujours la question qui fait débat. Ça fait des années qu'on voit la même question. Exactement. Alors, la bonne stratégie, selon moi, c'est plutôt de commencer par de l'investissement locatif, tout simplement parce que ça va vous permettre d'augmenter vos revenus. Quand vous allez acheter votre résidence principale, vous allez vous endetter au maximum et ça va vous bloquer pour aller au moins une dizaine d'années, le temps d'avoir une augmentation de revenus significative. Par contre, quand vous commencez par un investissement locatif, eh bien, vous allez augmenter vos revenus et donc augmenter votre capacité d'emprunt et vous allez pouvoir derrière acheter une résidence principale, ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. Benjamin, quels sont les principaux risques à anticiper lorsqu'on veut se lancer dans un projet d'investissement locatif ? Alors le risque majeur, qui est d'ailleurs le seul risque qui n'est pas assurable dans l'investissement locatif, c'est la vacance. Donc c'est-à-dire se retrouver avec un bien vide sans locataire. Donc ce qui est très important, encore une fois, c'est l'emplacement, parce que c'est ça qui va vous garantir de louer votre bien. Un bien qui est bien placé et qui est bien rénové, vous êtes sûr à 100% de le louer. Aujourd'hui, à titre d'exemple, quand nous on met une annonce d'un bien à location, sous 48 heures, on a entre 250 et 400 candidatures. Donc c'est, c'est beaucoup, absolument colossal. Et ça reflète bien la crise du logement actuel. On voit que... Vous pouvez nous donner un exemple justement de financement ? On a un petit peu de temps devant nous là. Un exemple de financement. Imaginons que j'ai, je ne sais pas moi, 16 000 euros sur mon livret A. Oui. Alors, 16 000 euros, si on ne rentre pas dans des calculs... Alors on va dire 20, c'est 21 000 ou 22 000. C'est 24 000. 24 000. Voilà. On va aller au plafond du... Voilà, exactement. Donc, c'est 24 950, il me semble. Exactement. Voilà. Donc, mettons 25 000 euros. Donc, vous avez 25 000 euros. Vous pouvez justifier d'à peu près 3 000 euros de revenus mensuels au niveau de votre ménage. D'accord. Donc, c'est quasiment tous les Français. Et donc, on va pouvoir acheter un bien autour de 250 000 euros. Mettons 5% de rentabilité net, parce qu'en plus, vous n'avez pas d'impôt derrière avec le LMNP. Et donc, ça va vous générer des revenus supplémentaires, donc 12 500 euros par an. Et ça, c'est de l'enrichissement direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dette dessus. C'est de l'argent qui va vous revenir. C'est le remboursement, ce qu'on appelle la capitalisation. C'est le remboursement de la dette par votre locataire. Benjamin, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur Radio J et qui qui hésitent encore à franchir le pas ? Alors, le meilleur conseil, premier conseil, s'informer. D'accord. Pour s'informer, il faut identifier des personnes compétentes et qui ont une expérience certaine et aller chercher un maximum d'informations parce que c'est des projets à long terme. On n'a pas le droit à l'erreur. Il ne faut pas faire de bêtises sur ce genre de sujet. Donc, il faut vraiment s'informer et s'entourer de personnes compétentes qui vont pouvoir vous accompagner dans le projet. Ouais. Un deuxième conseil. Passer à l'action.
D'accord. Le pire en immobilier, c'est de rien faire. Et enfin, un dernier conseil, si vous en avez un, sinon... Un conseil qui peut aller un petit peu à contre-temps de la pensée courante, c'est qu'aujourd'hui, c'est un excellent moment pour rentrer sur le marché de l'immobilier. D'accord. Parce que la tendance est quand même baissière au niveau des prix. Et comme les composantes des emprunts sont en amélioration, les rendements sont de mieux en mieux. Merci beaucoup Benjamin Lefébure d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et puis j'espère à très bientôt également dans le Club Imo. Merci beaucoup Marc. Tout de suite, c'est l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Helix Assurance, votre expert en économie. Helix Assurance sur mon-assurance-emprunteur.fr. Et aujourd'hui, on part à Dubaï, où l'ultraluxe immobilier atteint de nouveaux sommets avec un projet de tours jumelles. C'est les tours Regent Residence qui ont été dessinées par le prestigieux cabinet Foster & Partners. Elles sont hautes de 180 mètres. Ces deux tours torsadées seront reliées par une piscine privative suspendue au dernier étage. Les prix des appartements démarrent à 11 millions de dollars, mais c'est surtout le double duplex du sommet qui fait sensation, près de 2800 mètres carrés, un lobby privatif, un ascenseur dédié et bien sûr cette piscine traversante, cette piscine donc qui est quand même 180 mètres de hauteur. Elle est proposée à 100, ce double duplex est proposé à 100 millions de dollars. À Dubaï, les transactions immobilières à plus de 10 millions de dollars explosent, prouvant que le marché de l'ultraluxe ne connaît pas la crise, visiblement, dans l'Émirat. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Helix Assurance. Vous payez trop cher pour votre assurance de prêt immobilier? Avec mon-assurance-emprunteur.fr de Helix Assurance, comparez, changez et économisez jusqu'à 15 000 euros. Simple, rapide et 100% en ligne. Helix Assurance, votre expert en économie. mon-assurance-emprunteur.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo pour aborder un sujet essentiel pour la transition énergétique, l'avenir des certificats d'économie d'énergie, les fameux CEE. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Évrard. Il est directeur associé de Synergiec. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour Pierre, et ravi de vous recevoir sur Radio J. Alors, ma prime rénov' est souvent mise en avant comme la principale aide à la rénovation énergétique. Pourquoi, selon vous, ne faut-il pas négliger également les certificats d'économie d'énergie ? Parce que je dirais que c'est un dispositif qui existe depuis quasiment 20 ans, qui est extrêmement stable et avec des montants financiers cumulés et quelque part des résultats qui sont incontestables. Alors, le dispositif des CEE est critiqué par certains rapports, notamment le Conseil d'analyse économique, la Cour des comptes. Pourquoi ces critiques, elles émergent aujourd'hui ? Alors, deux choses. D'abord, je pense que le dispositif des C2E est quelque part victime de son succès et on arrive à la veille d'une prochaine étape avec des enjeux encore plus forts. Victime de son succès, dans la Rome antique, le Capitole est proche de la roche terpéienne. Plus quelque chose est intéressant, important, plus on va essayer, de tirer dessus. Donc on a eu ce rapport du CAE. C'est très français ça. Alors justement, mais il y a encore plus de schizophrénie. On va le voir parce qu'on se rappelle quand même que au-delà de la Cour des comptes, nous avons eu un très bon rapport de l'Inspection Générale des Finances. D'accord. Qui était très très beau, très positif. On a eu aussi un appel à programme de la Direction Générale de l'Énergie et du Climat pour améliorer encore le dispositif. Donc quelque part, oui en effet Marc, il y a une certaine schizophrénie française à l'heure actuelle et notamment sur les C2E. Alors vous parlez d'un dispositif simple et universel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les CEE se distinguent des autres aides liées à la rénovation énergétique ? Alors c'est une aide en fait, qui est directement lié aux économies qui vont être réalisées. Pour faire très très simple, je mets par exemple une fenêtre,
cette fenêtre va permettre d'économiser tant de kilowattheures sur la durée de vie de la fenêtre. Alors oui, à un certain moment, on pourra se dire qu'elle sera peut-être moins pertinente. On va actualiser en fait ces économies. C'est ce qu'on appelle le cumulé actualisé. C'est la base du certificat d'économie d'énergie, ce qui permet de valoriser. Alors pourquoi, je dirais, il se démarque des autres ? Évidemment, je l'ai déjà dit, mais dispositif extrêmement stable depuis quasiment 20 ans. L'autre point qui est essentiel, c'est que tout le monde y a droit. Il n'y a pas de conditions de ressources. C'est un simple particulier, une entreprise, un acteur privé, un acteur public, pour du bâtiment tertiaire, pour du bâtiment résidentiel. Donc c'est vraiment très très large. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui on envisage de remettre en question ce dispositif ? C'est incompréhensible, Marc. C'est incompréhensible. Quand on regarde, je vous parlais de ces cumulés actualisés, donc c'est des kilowattheures. Le dispositif, depuis le début, a permis d'économiser 3363 TWh. Oui, c'est alors, beaucoup. C'est énorme. À quoi ça correspond ? C'est très simple. Ouais. Ça correspond à une économie de la consommation énergétique pendant 15 ans de 33,63 millions de Français. C'est près de 48% de la population. Donc quand on se dit, voilà, quand on se dit, oui, tiens, on va peut-être l'arrêter, c'est incompréhensible. Quand on regarde ce chiffre, c'est intenable, voire c'est inacceptable. Alors d'autant qu'on voit qu'à l'étranger, on reprend un peu ce modèle, notamment en Espagne, ça prouve que ce dispositif reste pertinent au-delà de nos frontières. Oui, parce qu'en fait, on est dans le cadre d'une directive européenne, donc tous les États membres ont pris des différents dispositifs. C'est ce qu'on appelle les certificats blancs. Donc les Anglais, les Allemands, les Belges, tout le monde a son dispositif. Et le modèle espagnol est particulier, visiblement. C'est très simple, c'est qu'en fait, ils ont fait directement un copier-coller du modèle français. Et à l'heure actuelle, nous avons des sociétés françaises qui s'implantent en Espagne. Et visiblement, le Portugal souhaite aussi prendre visiblement exactement le même dispositif. Donc là encore, on parlait de schizophrénie, Marc. C'est le grand mal français. Alors vous dites quand même que les certificats d'économie d'énergie doivent évoluer. Quels sont selon vous les principaux axes d'amélioration à mettre en place pour renforcer ce dispositif ? Alors déjà, un gros volet quelque part pour renforcer et fermer définitivement la porte à l'écodélinquance. Alors ça, on en parlera après. On en parlera, voilà. Un parcours peut-être plus simplifié dans le cadre des autres dispositifs aussi. Une validation réelle des économies qui sont générées. Je vous ai parlé là tout de suite de comment on générait en fait un certificat d'économie d'énergie. Donc peut-être réellement contrôler ce qu'il se passe après les travaux. Un point un petit peu plus spécifique, c'est une réduction en fait du délai entre la fin des travaux et le dépôt des certificats d'économie d'énergie. Bon, c'est quelque chose de très technique. On en parlera après, mais c'est quand même essentiel. Un point aussi, peut-être le mettre vis-à-vis de l'actualité, c'est qu'on peut utiliser les C2E pour rénover du tertiaire, on peut utiliser des C2E pour rénover du résidentiel, on ne peut pas utiliser des C2E pour rénover du tertiaire pour le transformer en résidentiel. Et compte tenu des problématiques de logement actuelles, ça pose un petit peu problème. Alors, je vous l'ai promis, on va parler de cette lutte contre l'éco-délinquance. Et l'un des points soulevés, c'est justement les fraudes. Quelles mesures concrètes préconisez-vous pour éviter justement les fraudes et renforcer la confiance dans ce dispositif des deux E ? Alors, on a besoin des C2E. On a besoin en effet de renforcer la conscience. Bon, on rappelle quand même que Tracfin ou Tracfin est déjà sur le sujet. Ça veut dire qu'il y a eu un très beau rapport en juillet 2021 qui était très bon. 3-4 ans qu'ils sont sur le sujet. 3-4 ans. Ils sont sur le sujet. Donc déjà, il y a du contrôle. Je dirais, et nous on le voit sur les dossiers que nous accompagnons, donc plutôt de la copropriété, monopropriété, nous faisons intervenir des bureaux de contrôle pour valider vraiment si les travaux qui ont été indiqués ont été réalisés, seront pertinents, seront performants. Il faut généraliser ces contrôles. Il faut peut-être aussi mettre en place des systèmes d'habilitation un petit peu plus draconiens. Voilà. Je dirais qu'une très grosse partie du travail déjà a été fait, donc ça ferme la porte à beaucoup
d'éco-délinquants. Maintenant, il y a encore peut-être un petit supplément d'âme pour vraiment sécuriser parce qu'on est sur le marché de la confiance. Alors, Pierre Évrard, vous proposez de simplifier le parcours du client final et de la filière. À quoi pourrait ressembler un parcours plus fluide et plus accessible aux bénéficiaires des certificats d'économie d'énergie? Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment sur chacun des dispositifs, il y a des clauses particulières. On manque d'homogénéité. Il serait temps d'homogénéiser réellement tous les dispositifs, ça veut dire avoir un socle. Nous, en tant qu'AMO financier, par exemple, on est obligé de faire ce travail de synthèse pour maximiser et vraiment optimiser les plans de financement. Donc ça, c'est un premier point. Donc déjà qu'il y ait quelque part un socle commun. Après, on joue à effectifs humains et budgétaires limités. Pourquoi ne pas travailler dans le cadre public-privé sur peut-être un tiers de confiance qui va vérifier la conformité, voilà, pour valider ou prévalider. Ça veut dire qu'on est un intervenant public ou privé, selon les dossiers, qui va prévalider un dossier, ce qui fait qu'un autre intervenant public pourra se dire « Ok, ça a été prévalidé, donc je le valide beaucoup plus facilement ». Ça, pour vous, ça serait une solution pour simplifier? Ça peut être une solution pour simplifier, pour fluidifier. Alors, vous soulignez également l'importance de dissocier les C2E du dispositif MaPrimeRénov', rénovation d'ampleur. Pourquoi est-ce important pour préserver l'efficacité du dispositif? Alors, je dirais c'est pour préserver l'efficacité de l'ensemble des dispositifs et des financements de la rénovation énergétique. À un certain moment, les C2E ont été réintégrés dans MaPrimeRénov'. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu quelque part un accident industriel. Ça veut dire que globalement, ce fait-là a mis en doute des modèles économiques qui étaient fondés, qui étaient intelligents, qui étaient intéressants. Ce qui fait qu'une partie des opérateurs des C2E ont clairement délaissé la rénovation en résidentiel pour aller sur d'autres secteurs, comme le tertiaire. Ils reviennent là depuis seulement quelques mois, avec un modèle qui potentiellement est peut-être dégradé, mais on a perdu pendant 1 an une puissance de communication assez impressionnante. Et il y a un point, c'est que, je rappelle, les C2E, c'est le système le plus stable. À l'heure actuelle, MaPrimeRénov', depuis une semaine, on apprend quoi? Que pour l'instant, il n'y a pas de MaPrimeRénov' tant que le PLF n'est pas voté. Donc, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier, c'est quelque part une mesure de bon sens. Sécurisons. En un mot et en conclusion, Pierre, quel serait votre message aux décideurs politiques qui envisagent de cette réforme ou carrément une suppression des C2E? Beaucoup de pragmatisme, parce que clairement, à la clé, on a un contexte économique, et notamment dans la filière construction, qui est quand même très tendu, très très chaud, qu'on se dise clairement les choses. On a des enjeux climatiques, on a aussi des enjeux sociétaux avec quand même, qu'on dise le mot, une bombe sociale sur le logement. À l'heure actuelle, il est important d'expérimenter, d'innover. On n'a plus le temps et donc quelque part, il faut éviter de jouer aux apprentis sorciers et avoir des solutions qui marchent. Merci beaucoup Pierre Évrard, fondateur de Synergiec, directeur associé de Synergiec. Et j'espère à très bientôt également. Voilà, le Club IMO c'est terminé pour aujourd'hui. J'avais également le plaisir en première partie d'avoir reçu Benjamin Lefébure des Secrets de l'IMO. Je vous retrouve demain à 16h05. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.